Chers camarades, bonjour. Alors, dans la lignée des travaux du Cercle Aristote pour nos nations ont du talent, euh, je vais vous présenter quelqu'un pour parler de l'affaire GameStop qui a fait beaucoup réagir et je voulais avoir quelqu'un du métier, qui connaisse bien l'environnement financier, donc Julien Messias, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour, est-ce que tu peux présenter tes états de service dans le domaine de la finance pour bien voir que c'est un monde que tu connais? Voilà. Affirmatif, camarade. Alors, moi, effectivement, j'ai créé ma société de gestion il y a maintenant 7 ans. Mhm. On est deux cofondateurs. C'est une société qui s'appelle Quantology Capital. Et donc, notre job, c'est d'investir sur les marchés financiers pour nos clients. Et donc, effectivement, les arcanes de l'affaire GameStop, comme j'aime à l'appeler, sont pour nous assez familiers et sont extrêmement intéressants d'un point de vue tant financier que sociétal. Mhm. Voilà. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que c'est assez complexe pour les non-initiés. Donc l'objectif, dans un premier temps, c'est déjà de clarifier les choses, de mettre un cadre de Mhm. façon à ce que chacun puisse s'emparer du sujet et poser les questions comme il le voudra, avec déjà un éclaircissement préalable. Mhm. Donc, alors, en réalité, déjà, on va essayer d'alpaguer un peu nos lecteurs et nos auditeurs. En réalité, GameStop, c'est quelque chose qu'ils connaissent, mais ils ne le connaissent pas sous ce nom-là. En réalité, GameStop, c'est Micromania. Là, d'un seul coup, tu vois, quand j'entends Micromania, eh bien moi, c'est là où j'ai acheté Tekken 3, Final Ouais, Fantasy 7, ouais. etc., etc. Donc là, d'un FIFA, seul Crash coup, Bandicoot, tout ça, quoi. voilà. Donc, et en réalité, c'est une marque internationale de vente de jeux vidéo qui s'appelle Micromania, donc en France, et porte d'autres noms à l'étranger. Et en réalité, si, on est d'accord que c'est une boîte qui avait des traits particuliers, c'est-à-dire qu'elle est sur comment dire, sur un business plan qui évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vente de jeux vidéo se fait en ligne plus qu'en magasin. Et, mais néanmoins, ce n'était pas une boîte totalement faible. Elle a été elle a attiré des financiers, je crois, en août 2019, un homme qui s'appelait Michael Burry. Elle a fait l'objet de stratégie de redéveloppement dans le e-commerce. Donc c'est encore une entreprise qui, bon an mal an, flotte encore, quoi. Alors, question, qu'est-ce qui va arriver à cette entreprise euh, pour qu'aujourd'hui sa filiale, enfin son nom premier qui est GameStop, soit sur toutes les bouches? Alors, effectivement, donc là, on aborde la question d'un point de vue fondamental. Moi, si je peux me permettre, je l'ai plutôt eu à l'aborder d'un point de vue psychologique et Vas-y, comportemental. vas-y, vas-y. Parce que Quantologie, nous, en fait, notre spécialité, c'est vraiment nous intéresser à la psychologie des investisseurs Mhm, et justement mettre, on va dire, en application les théories de Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie, qui est psychologue à la base, mhm. qui a reçu le prix Nobel en 2002, mais également des concepts un peu plus complexes comme le concept d'intelligence collective, Sur dont on lequel on parlera un peu plus reviendra. tard. Voilà. Dans lequel on reviendra. Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant dans l'affaire GameStop, au-delà des méandres vraiment stratégiques et financiers à la boîte, Mhm, ce qui est intéressant, c'est deux aspects. Le premier, c'est que la société était a priori en mauvaise posture financière, avec une perspective de faillite à plus ou moins moyen terme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les hedge funds adorent parier à la baisse sur des sociétés qui sont déjà très mal en point. oui, bien sûr. C'est un peu le fameux adage qu'on retrouve dans d'autres domaines beaucoup plus proches de nous, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Mhm, Voilà. tout à fait. Je ne vais pas plus loin que ça. Mais, Mhm, en fait, donc ce qui se passe, c'est que les hedge funds en fait se comportent de cette façon-là, à savoir que dès qu'il y a une proie qui est faible, l'idée c'est de pousser dessus le plus possible de façon à la pousser à la faillite.
Donc, ce qui veut dire que les hedge funds prennent des positions à la baisse, c'est-à-dire qu'ils vont parier sur le fait que le cours de l'action va baisser encore et toujours jusqu'à aller à zéro. Et eux, ils vont encaisser la différence entre le prix auquel ils ont vendu. Par exemple, GameStop, ça valait 20 $ fin 2020 et 0 éventuellement. D'accord? Donc, ils gagnent la différence puisqu'ils ont vendu à 20 et ils rachètent à 0. Bon. Là, dans l'affaire GameStop, il y a une dimension qu'ils ont occultée, c'est la dimension affective. La dimension affective qui est que, justement, comme tu l'as très bien rappelé, Pierre-Yves, Micromania, c'est une marque qui est lourde de, on va dire, de nostalgie. Nostalgie, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un peu la Madeleine de Proust pour notre génération, qui justement a écumé les rayons bleus de Micromania à la recherche de différents titres que tu as mentionnés. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, cette génération-là, c'est une génération qui est active, qui a quand même des moyens et qui en plus sait se débrouiller avec les réseaux sociaux et qui sont formidables moyens pour se mobiliser au niveau collectif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu 2 millions de geeks, entre guillemets, américains qui, fin 2020, se sont organisés sur des forums comme Reddit et Wall Street Bets pour faire monter le cours de GameStop. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est le nombre de personnes. 2 millions de personnes, c'est énorme. C'est gigantesque. C'est gigantesque parce que on va dire que si jamais chacun met une somme qui est somme toute assez modeste, en l'occurrence 1000 $ par exemple, ça fait 2 milliards de dollars qui arrivent sur les marchés financiers pour acheter un seul titre. Et donc, évidemment que ça fait monter en flèche le cours de l'action. Et en face, tu as les hedge funds qui sont pris par surprise et qui doivent réagir parce qu'ils sont totalement dépassés. Et c'est là que je veux refaire un peu la genèse de l'histoire. Donc les hedge funds ont vendu à découvert donc l'action GameStop fin 2020 et déjà avant, avec l'espoir de racheter l'action à un prix plus bas que le prix auquel ils ont vendu. Bon, supposons qu'ils ont vendu à 20 $. Bon, eh bien en fait, les particuliers ont commencé à racheter au mois de janvier de façon extrêmement puissante. Le titre est passé de 20 à 40, de 40 à 80, ce qui veut dire que la perte potentielle des hedge funds qui avaient vendu à 20 est devenue extrêmement importante, à tel point que les notions de risque, de gestion du risque, et les personnes qui sont en charge pour vérifier justement cette dimension-là, sont censés faire remonter l'information au management et dire écoutez les gars, il faut quand même faire le point, parce que si on a vendu 1 million d'actions à 20 $ et que maintenant l'action en vaut 80, la perte, elle est de 60 millions de dollars, en tout cas virtuellement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tient toujours la position ou est-ce que on prend la paume et on se rachète? Bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que ce sont les petits porteurs qui ont perdu dans cette histoire, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça, c'est plus compliqué que ça. Dans le sens où les petits porteurs ont fait monter le titre de 20 à environ 100 $. D'accord? Et c'est à partir de 100 $ que les hedge funds ont senti le danger venir et se sont rachetés en flèche, faisant monter le titre de 100 à 400 $. Voilà. Et donc, c'est eux qui ont eu à souffrir les pertes majeures, avec comme épitomée, j'ai envie de dire, la recapitalisation nécessaire du fonds Melvin Capital à hauteur de 4 milliards de dollars. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, comme quoi on voit que 2 millions de déplorables, pour reprendre l'expression de notre ami Hilary, ont réussi à faire tomber un mastodonte de la finance et des gens qu'on aurait pu croire jusqu'à un certain temps comme étant intouchables. Ça, c'est le premier point. La deuxième leçon, le deuxième point qui est important à voir, c'est quelle est la réaction des parties prenantes.
Et c'est là que justement on touche du doigt le côté paradoxal. Donc une plateforme de courtage qui était utilisée par les petits porteurs pour justement passer leurs ordres, c'est une plateforme qui s'appelle Robinhood. Donc en français, Robin des Bois. Voilà, Robin des Bois, je rappelle pour certains, c'est celui qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Voilà. Donc Robinhood, cette plateforme-là, c'est effectivement une plateforme sur laquelle on peut passer des ordres avec des tarifs préférentiels, voire gratuits. Or, comme on dit dans la Silicon Valley, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Et donc Robinhood, qu'est-ce qu'ils faisaient pour faire du chiffre d'affaires? Leur chiffre d'affaires ne reposait surtout pas sur les frais de courtage des particuliers, mais reposait sur le fait de revendre les informations des opérations des particuliers aux hedge funds. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le principal pourvoyeur de chiffre d'affaires de Robinhood, c'est pas les petits particuliers, c'est les clients hedge funds qui utilisaient les informations pour justement, avec les techniques de machine learning, etc., faire des algorithmes et justement tirer profit de ces informations-là. Puis juste poser une petite question, j'espère ne pas te couper dans ton raisonnement, mais on est peut-être pas, on n'est plus très très loin du délit d'initié là, quand même. Alors c'est une notion qui est très particulière. C'est une notion qui est flottante. Exactement, qui est très flottante. Alors moi je suis pas du tout enfin j'ai pas de savoir-faire en termes de juridique ou quoi que ce soit, mais effectivement on peut se poser la question dans quelle mesure on n'a pas franchi le Rubicon. Ça se discute. Si tu veux, si l'idée de départ n'est pas la même, l'idée d'arrivée ressemble quand même à de l'entubage à la fin. Si tu veux, c'est un constat. Hein. Effectivement. Donc, vas-y, là je te coupe plus, reprends. Ouais. Et donc en fait, donc ça effectivement c'est un point qu'on peut mentionner, mais ce qui est encore plus grave, à mon sens, c'est que à partir du moment où les pertes cumulées des hedge funds, donc des clients de Robinhood, devenaient extrêmement importantes, on a changé les règles. Enfin, quand je dis on, c'est les courtiers qui ont changé les règles. À savoir que tout d'un coup, en après-midi, alors que la bourse était ouverte, il y a une annonce qui tombe qui dit que Robinhood et d'autres plateformes de courtage en ligne interdisent d'acheter des titres GameStop. Ce qui veut dire que tu ne pouvais que les vendre. L'achat était strictement interdit. Ah, bah tiens. Et tout d'un coup, ça te tombe là-dessus comme voilà, de façon totalement brutale et arbitraire. Ouais. Et comme disait un des gars qui a participé justement à cette opération, il dit en fait c'est comme si à la mi-temps d'un match de baseball on changeait les règles. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, d'autant plus que la théorie mathématique financière repose sur le postulat suivant qui te dit que il doit être aussi simple d'acheter que de vendre. Il y a une symétrie entre les deux actes. Bon. Et là, évidemment, tu empêches l'un des deux, donc il est clair que ça fait baisser mécaniquement le cours du titre. Et donc, ça va dans le sens des hedge funds et contre les petits particuliers. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu as eu une levée de bouclier politique, en tout cas bipartisane, puisque tu as d'un côté Ocasio-Cortez, démocrate, et de l'autre côté Ted Cruz, républicain, qui se sont élevés contre cette décision totalement arbitraire, mais c'est les seuls. C'est-à-dire que tu n'as pas eu Janet Yellen ou tu n'as pas eu d'autres acteurs qui ont critiqué cette décision, alors qu'elle est hautement critiquable et hautement injuste. Hautement injuste. Donc, le point là-dessus, c'est de dire que, en fait, quand des intérêts particuliers sont menacés, on change les règles quand on veut. Bien sûr, oui. Voilà. Et donc cette opération qui quand même a été un succès pour les petits porteurs, parce qu'ils tentent à montrer que si individuellement on peut se sentir impuissant face à des gros, eh bien en se mettant ensemble, en se coordonnant, il est possible de faire tomber des acteurs qu'on peut considérer comme intouchables. Et d'ailleurs, ça s'est réédité avec en début de semaine une opération sur le cours de l'argent
parce que on s'est rendu compte que il y avait énormément de positions à la baisse sur le cours de l'argent, et donc le cours de l'argent lundi a monté de 11% en une journée, ce qui est un mouvement extrêmement rare, parce que tu as eu l'action de petits porteurs qui ont fait un peu qui ont réédité leur exploit de ce qu'ils avaient fait sur GameStop. Donc c'est des choses qui sont amenées à se répéter, à se répéter. C'est des choses également qui mettent en avant le fait que dans les hedge funds, il y a extrêmement peu de gestion des risques et que beaucoup de choses reposent sur l'ego des dirigeants. Et puis également, ça montre qu'il va être de plus en plus compliqué de prendre des positions à la baisse sur des titres, en tout cas sur des actifs, parce que un nouvel acteur a émergé. C'est un acteur, on va dire, l'acteur, on va dire, de la foule, qui peut à tout moment se mettre ensemble pour aller contre ces acteurs beaucoup plus gros. Si tu veux, il y a plusieurs points que j'aimerais éclaircir avec toi et qui sont intéressants. Je pense, enfin, si tu veux, parmi ceux qui ont vu certains hedge funds reculer face aux petits porteurs, il y avait d'autres mastodontes de Wall Street qui ont pu, disons, miser sur la volatilité du titre et autres, et eux aussi profiter au passage. Mais ça, c'est une incidente. Ce qui moi, me frappe dans cette affaire, c'est qu'on se rend compte que, tu vois, parmi ceux qui entendent développer un système de régulation, tu as grosso modo deux écoles. Tu as ceux qui pensent que le monde financier est pourri par ses acteurs et ceux qui pensent que le monde financier est pourri par ses règles. Et dans l'affaire de GameStop, tu te rends compte que certaines catégories d'acteurs peuvent faire changer les règles. Et donc que le mythe de la neutralité du marché financier, si tu veux, qui a été inculqué à des millions de petits porteurs à travers le monde, en réalité est négociable selon qui est en face d'eux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas se révéler tout de suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que dans l'avenir, beaucoup de gens vont comprendre, à partir de cette affaire, le véritable rapport de force qui fait les règles financières aujourd'hui. Alors, on va dire que c'est un point qui est quand même assez prégnant sur les marchés financiers. C'est-à-dire que là, on a l'exemple de Melvin Capital, qui est un hedge fund qui a beaucoup souffert de cette affaire, mais le hedge fund n'a pas disparu. Il a été recapitalisé à hauteur de 4 milliards de dollars. Bon, tu me diras maintenant, avec les politiques de QE, 4 milliards, c'est rien du tout. Une goutte d'eau, j'ai envie de te dire. Voilà. Mais c'est terrible. Mais il n'empêche que la question qu'il faut se poser, à mon sens, c'est qui a organisé le sauvetage de ce hedge fund? Parce que est-ce que c'est pas un sauvetage coordonné par un acteur peut-être étatique ou je ne sais pas, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un hedge fund, il a des positions en face d'une contrepartie. La contrepartie, ça peut être le marché, mais ça peut être aussi une banque. D'accord ? Donc, si en face de Melvin Capital, tu avais des banques et que tout d'un coup, Melvin Capital disparaît, bah, ça veut dire que c'est les banques qui se retrouvent bonbons avec 1 milliard ou 2 milliards de paumes. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, dans quelle mesure est-ce que le sauvetage de ce hedge fund a été organisé pour sauver une partie des banques qui étaient en face des positions de Melvin Capital? Première question. Mais la deuxième question, c'est que c'est des choses qu'on a déjà vues dans le passé, avec le fonds LTCM. Et là, je remonte à fin des années 90. Donc LTCM, c'était un fonds qui avait été créé par des prix Nobel d'économie. Et en fait, c'est qui avaient fait faillite, enfin en tout cas qui avaient été proche de la faillite, et qui a été encore une fois recapitalisé grâce à l'intervention de la Fed. Ils avaient fait faillite à l'époque sur la crise russe et la crise des pays émergents fin d'année 90. Bon. Donc c'est quelque chose qui est assez courant,
qui est assez courant. Et donc, en fait, il y a une asymétrie quelque part, ce qu'on appelle l'aléa moral. L'aléa moral qui fait que, en anglais, c'est moral hasard, qui fait que, quelque part, quand on est trop gros, finalement, il y a toujours une bouée de sauvetage, ce qu'on appelle le too big to fail. Donc, ça incite à prendre beaucoup de risques parce que tu sais que, quoi qu'il advienne, de toute façon, tu auras toujours quelqu'un qui va être là pour te sauver. Too big to fail, too big to jail. Exactement. Trop gros pour tomber, trop gros pour être arrêté. C'est exactement ça. Donc, si tu veux, par contre, il y a un aspect qui m'intéresse particulièrement dans ta lecture de la crise, c'est parce que, bon, à titre personnel, ça c'est une idée, je pense qu'il n'y a que la régulation qui permettra aux petits de pouvoir, parce que d'arrêter la dérive oligopolistique de l'ensemble des marchés, pas uniquement des marchés financiers, mais des marchés tout court. Parce qu'aujourd'hui, il y a une cible du petit. On élimine le petit porteur, le petit entrepreneur, etc. Parce qu'on ne veut plus d'entrants dans les marchés, sauf sous forme de pigeons. Mais on ne veut plus d'entrants potentiellement gagnants. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si... En tout cas, moi, je le vois très clairement quand j'étudie l'économie industrielle ou l'économie de service. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez parallèle sur l'économie financière. Ouais, j'ai un exemple là-dessus, justement. Tu vois, donc pour moi, à la fin des fins, la meilleure chose qui puisse arriver aux petits porteurs, c'est d'arriver à convaincre d'un rééquilibrage de régulation. Tu vois, parce que j'ai peur que, tu vois, même si ce genre d'opération nous fait plaisir, parce que de voir pour une fois ces gens-là s'en prendre une, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, faut être honnête. Tu vois, tu parlais de la psychologie de l'acteur. C'est important parfois de voir que le méchant peut être puni, parfois. Or, une société a besoin de ça. Mais si tu veux, je crains que, vu les sommes en jeu et vu l'aspect, pas la force du système, mais sa lourdeur, parce que pour moi, c'est un système qui est plus lourd que fort, j'ai peur qu'à la fin des fins, les petits porteurs soient toujours perdants. Tu vois ? Et si tu veux, je voulais que tu nous expliques ce que tu... justement, pas cet éloge du petit porteur, c'est pas ça le sujet, mais disons que tu reviennes sur la notion d'intelligence collective à travers cette crise telle que tu l'entends, parce que c'est une lecture que je trouve assez passionnante, et surtout la confiance dans laquelle la confiance dans laquelle tu tiens cette notion, je trouve est assez rafraîchissante. Donc j'aimerais que tu nous la fasses partager. Ouais, avec plaisir. Alors juste pour revenir sur la notion oligopolistique, je vais donner un exemple sur les marchés financiers. En fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai commencé à bosser en 2008. Donc autant te dire que je suis marqué au fer. Oh, le mec a du bol. Moi, mon premier jour dans le bâtiment, 11 septembre 2001. Et pour être précis, c'était 3 mois avant Lehman Brothers. Ouais, donc au top. Mais il n'empêche que intellectuellement, c'est passionnant de commencer dans des périodes pareilles. Parce que c'est là qu'on fait le cuir, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que depuis 2008, j'ai vu un renforcement de la réglementation de façon énorme. Pour te dire, moi, dans ma boîte, on est totalement sous l'eau par rapport aux demandes du régulateur, de la réglementation, etc., etc. Bon. Quelles sont les conséquences ? Depuis 2008, tu as un renforcement du caractère oligopolistique sur les marchés financiers. Pourquoi ? Je donne un exemple. L'indice Nasdaq aux États-Unis, Nasdaq 100. Tu as 100 boîtes dans l'indice, d'accord ? C'est un peu l'équivalent du CAC 40 pour nous. Donc tu as 100 boîtes dans l'indice, c'est des boîtes techno. Et tu as dedans les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et ces 5 boîtes, aujourd'hui, pèsent 50% de l'indice. Donc autant te dire qu'en termes de répartition des richesses, c'est assez intéressant. Et donc on a vu depuis 12 ans une augmentation de la puissance de ces actions-là, enfin de ces titres-là, par rapport aux autres. À tel point que maintenant, ils constituent 50% de l'indice à eux 5. Et les 95% qui restent, qui restent constituent l'autre moitié. Donc, ce qui laisse à penser que la hausse
du marché américain, du marché action américain, est un peu en trompe-l'œil, dans le sens où c'est ces boîtes-là qui ont qui ont monté très fort depuis 2008, et qui en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt des autres sociétés qui, elles, ne montent pas. Donc tu as une concentration énorme des richesses aux États-Unis sur ces groupes-là. C'est-à-dire que Apple maintenant, ça vaut plus de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars, ça vaut. Microsoft s'en rapproche, Amazon également. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que justement, la concentration de la richesse sur ces 5 boîtes est totalement incroyable parce que en face, tu as des milliers et des dizaines de milliers de boîtes qui soit voguent vers la faillite, soit au mieux ont le statut de cible potentielle pour ces boîtes-là, pour les GAFAM. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, tu vois, hein, dès qu'il y a une pépite qui ressort, c'est les GAFAM qui les rachètent, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que ça, je résume souvent en disant qu'il y a de moins en moins de gros, mais qui sont de plus en plus gros, et de plus en plus de petits, qui eux sont de plus en plus petits. Et au niveau sociétal, c'est un peu la même chose. On voit très bien, pour reprendre un exemple qui pour nous est très français, l'exemple des Gilets jaunes, on voit très bien que tu as finalement dans la société française de plus en plus, de moins en moins de gens qui sont riches et de plus en plus riches, et à l'opposé de plus en plus de gens pour qui la fin du mois c'est le 10, quoi. Ouais, bien sûr. Donc et c'est en ça que je trouve que la finance a un côté prédictif, parce que souvent ce qu'on voit sur les marchés se retrouve après au niveau de la société. Donc, voilà pour le côté oligopolistique que je voulais illustrer par cet exemple-là. Maintenant, pour parler de cette notion qui m'est très chère, c'est la notion d'intelligence collective, qui en fait se rapproche un peu de la notion de bon sens. La notion de bon sens. En fait, sur les marchés financiers, c'est le règne de l'expert, c'est l'expertocratie absolue, à tel point que souvent sur les plateaux télé, tu as tel expert, qui d'ailleurs n'a d'expert que de nom, et dont la légitimité est issue du fait qu'il passe à la télévision. Mais si on fait l'historique des prévisions de ces gens-là, honnêtement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, hein. Donc, et en fait, si tu veux, ça entretient cette image auprès des particuliers que finalement la finance, c'est un domaine qui est fait pour les sachants, pour les experts, et pas pour moi, petit porteur qui surtout, ah non, moi j'y connais rien, quoi, tu vois. Donc je confie mon patrimoine à ceux qui savent. Or, en fait, tout ça, c'est illusion. Et en fait, il y a beaucoup d'exemples qui laissent à penser que finalement, quand tu agrèges suffisamment de non-sachants, de non-experts ensemble, de façon totalement indépendante, hein, eh bien souvent la décision collective qui en ressort est plus, et on va dire, plus intéressante et plus juste que la décision de un ou quelques experts. Donc là, il y a différents exemples que je peux citer. En fait, il y a une expérience intéressante de Sir Francis Galton, qui remonte à 1906. Donc là, on remonte assez loin dans l'histoire. Alors 1906, c'est la période justement qui suit les théories eugénistes, Gobineau, etc., et qui également a suivi les troubles boulangistes en France. Et en fait, Galton, c'était un mathématicien anglais qui avait pour obsession de tout mesurer. Voilà, il mesurait tout, et c'est lui qui est à l'origine de l'anthropomorphisme. Donc voilà, de mesurer les crânes, etc. Bref. Et donc lui, c'est un fervent partisan de l'eugénisme, et il a voulu prouver par l'empirique, par l'expérience, que les foules étaient irrationnelles, idiotes, etc. Un peu dans la suite des théories prophétisées par Gustave Le Bon avec Psychologie des foules. Psychologie des foules. Voilà. Et donc en fait, notre ami Galton, il s'est rendu dans une kermesse, et l'idée c'était d'estimer le poids d'un bœuf. Donc il y a un bœuf qui est présent, et donc chacun doit estimer le poids du bœuf. Donc il a recueilli 800 estimations d'individus,
hein, qui ne sont pas des bouchers ni des équarrisseurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'estimation, la médiane des estimations, donc en gros la moyenne des estimations des individus, donc des non-sachants, était extrêmement proche de la vraie valeur du bœuf, à 0,1% près. Donc c'est génial, c'est très très fort. Mais au-delà de ça, c'est qu'il n'y a aucune estimation individuelle plus proche de la vraie valeur que la moyenne des estimations. Ce qui veut dire que les erreurs de ceux qui ont sous-estimé compensent les erreurs de ceux qui ont surestimé, de façon à ce que, au global, la décision collective converge vers la vraie valeur. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Le deuxième exemple, qui est plus récent, c'est en 1999. Tu as Kasparov, le joueur d'échecs, qui a été confronté à 50 000 joueurs en ligne, des joueurs amateurs. Et les échecs, c'est quand même un domaine assez particulier. C'est bizarre, oui. Voilà. Et en fait, les règles étaient les suivantes, c'est-à-dire que les décisions des 50 000 joueurs se prenaient à la majorité contre Kasparov. Donc, tu avais un forum, chacun participait, et donc les 50 000 joueurs décidaient à la majorité du coup qu'elle allait jouer. La partie a duré 62 coups. Donc, pour y aller contre Kasparov, 62 coups, c'est quand même pas mal. Et là où c'est intéressant, c'est que tu as la foule a innové avec un nouveau coup, à savoir qu'ils ont fait bouger la dame en E6, ce qui, sur le coup, pour les experts, était une hérésie absolue, et qui, avec le recul, est resté dans l'histoire comme un coup génial. Donc en fait, la foule a su innover et créer un coup génial face à Kasparov, qui, encore une fois, est resté dans les annales. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, sur un plateau, sur un échiquier, plus tu as de pions, plus c'est complexe, parce que plus tu as de possibilités, et moins tu as de pions, eh bien, plus la complexité diminue. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'au début, la foule prend l'avantage, et au fur et à mesure que les pions disparaissent, c'est là que Kasparov reprend la main et gagne à la fin. Donc, plus il y a de la complexité dans un système, plus il y a d'aléatoire dans un système, et bien plus l'intelligence collective surperforme par rapport à l'expertocratie. Et donc qu'est-ce qu'il y a de plus aléatoire que les marchés financiers, que la bourse? Honnêtement, je ne sais pas. Et donc c'est pour ça que nous, chez Quantologie, et moi, je milite pour justement la mise en avant, la défense de cette intelligence collective, déjà sur les marchés financiers, sachant qu'il y a d'autres applications dans la société aussi. Oui, ne t'en fais pas, on a sorti 2 ouvrages sur la démocratie directe il n'y a pas longtemps, donc la démocratie directe contre la révolte des élites et la crise de la liberté, qui illustre un peu des angles parallèles à cette réflexion-là. Mais juste ça marche si et seulement si l'information, elle est objective, et si elle est démocratique, c'est-à-dire que tout le monde a l'information en même temps, et l'information est pure et non trafiquée. C'est pour ça que, par exemple, à titre personnel, je suis contre les sondages, parce que les sondages sont une façon d'influencer les gens. Entièrement d'accord. Voilà. Entièrement d'accord. Si tu veux, d'ailleurs, l'un des, c'est pas le seul d'ailleurs, parce que la droite déteste Bourdieu, mais elle ne le lit pas. Elle retient le caractère médiatiquement insupportable que pouvait lui être le personnage. Et si tu veux, Bourdieu avait eu quand même plusieurs legs intéressants, dont un qui a été de démontrer que les sondages créent l'objet qu'ils entendent interroger. Et donc, si tu veux, parce que quand tu fractionnes une opinion, quand tu fractionnes une opinion, quand tu la fractionnes par une question que la population ne va pas entendre de la même manière, eh bien, en réalité, tu orientes vers la réponse que tu souhaites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un deuxième aspect aussi, c'est-à-dire que si jamais dans le sondage, on te montre que le candidat pour lequel tu veux voter initialement aura 1% des voix,
bah, Oui, quelque bien part, sûr. ça incite au vote utile. Tu vas dire, bah non, mais je vais pas voter pour ce type-là, qui a aucune chance. Je vais voter pour quelqu'un qui s'en rapproche, mais qui a plus de chances d'y arriver. Et donc, quelque part, c'est autoprophétique, c'est autoréalisateur, les sondages. Donc, ça trompe et ça manipule totalement l'opinion. Totalement. Oui, totalement. Donc, le, mais si tu veux, tu vois, c'est assez intéressant, si tu veux, de voir quelqu'un dans ta sphère tenir ce genre de discours, parce qu'aujourd'hui, on a, si tu veux, on a une véritable méfiance vis-à-vis populaire, vis-à-vis du monde financier qui est tout à fait légitime. Mais par contre, si tu veux, comme souvent les grands objets de méfiance populaire, tu as un objet de fascination pour, si tu veux, quelque chose que beaucoup de gens estiment, à mon avis à tort, à être la donnée maîtresse du monde aujourd'hui, qu'est le monde financier. Et donc les financiers comme maîtres du monde, si tu veux. Je pense que la lecture est un tout petit peu plus compliquée que ça, mais surtout, d'entendre ce type de discours de la part d'un professionnel comme toi, ça permet aussi de relativiser énormément, si tu veux, tout ce que j'appellerais la ségrégation mathématique autour du fait financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, et ça les gens ne le comprennent pas, mais ça se voit par exemple dans les accusations de manipulation de marché. Tu vois, beaucoup de gens manipulent les marchés mais se couvrent par une espèce de charabia mathématique et expertocratique qui n'a pas de sens, mais qui fait reculer les autorités de régulation, soit par connivence, soit par incompétence, soit par fainéantise, soit par ce que tu veux. Et tu vois, les petits porteurs, eux, ne pensent pas, ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas les équipes ni juridiques, ni mathématiques, de pouvoir créer tout cet écran de fumée autour d'eux. Donc d'un certain côté, c'est assez rafraîchissant d'entendre un éloge si tu veux, de l'intelligence collective. La question, et ça tu l'as très bien dit, il faut que, pour toi, dans ta sphère, c'est-à-dire vis-à-vis de la finance, qu'est-ce qu'il faudrait réformer dans l'information financière pour donner une chance à cette intelligence collective, pour toi? C'est une question très complexe. Euh, Je m'en excuse. non, 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 mais, non, mais donc complexe et donc d'autant plus intéressante. Hmm. Je pense que déjà, il faut essayer de démystifier cet univers, parce il n'est pas du tout légitime à être mythifié, je peux t'en assurer. Deuxièmement, il y a un réflexe de caste, c'est-à-dire que j'en veux pour preuve que autour de l'affaire GameStop, je pense être un des rares à prendre ce parti-là. Je t'invite à regarder dans les différents médias spécialisés ou quoi que ce soit les réactions de mes confrères, que je respecte pour autant, mais avec lesquels je suis en désaccord sur cette affaire-là. Donc déjà, tu vois, tu as un réflexe de caste qui fait que finalement, quand on voit que y a une menace qui pointe, eh bien, l'idée c'est de faire un esprit de corps. Voilà. Deuxièmement, la régulation est-elle une réponse? J'en suis pas certain. Parce que, encore une fois, c'est l'exemple que j'ai donné. J'ai commencé à bosser en 2008, et depuis 2008, si tu veux, la plupart des embauches qu'il y a eu dans le domaine financier, c'est ce qu'on appelle des compliance officers, donc des gens qui sont en charge juridique de tout ce qui est réglementation. Voilà. Et pour autant, ça n'a pas empêché de créer des bulles oligopolistiques, comme avec les GAFAM, par exemple. Ça n'a pas empêché d'avoir des affaires qu'on a pu voir de scandales financiers entre-temps. Donc, moi, je pense, pour te donner mon avis, peut-être qu'une régulation uniforme serait, je suis d'accord avec toi, contre-productive vu les écarts de taille. bah, en fait, pour te dire, nous, on est un acteur modeste. Et en tant qu'acteur modeste, on souffre beaucoup de l'inflation réglementaire.
Vraiment. Nécessairement, nécessairement. Voilà. Les gros, eux, ils peuvent beaucoup plus facilement mettre en place des équipes spécialisées qui vont bosser dans leur Bien coin sûr. et qui vont pas peser sur les opérationnels. Bon. Donc, si tu veux, il y a des spécificités. Jusqu'à présent, la réglementation, à mon sens, n'a pas répondu aux exigences qui étaient légitimes après 2008. Je pense Ça, que c'est c'est beaucoup certain. plus un écran de fumée qui a été créé pour rassurer l'opinion publique, je Je suis pense. d'accord avec toi. Ouais. Mais dans les actes concrets, honnêtement, ça, j'ai envie de dire, ça vole pas haut. Non, ce à quoi je pense qu'il faut arriver à converger, c'est que justement les individus s'intéressent à ces notions financières et arrêtent de les déléguer à des soi-disant experts. Je pense que c'est très important. Et ce qu'on peut voir, c'est la différence entre les États-Unis et la France. Mm. Aux États-Unis, chaque Américain, si tu veux, est intéressé à la bourse. Pourquoi? Parce que sa retraite en dépend. Mm. C'est des retraites par capitalisation. Donc chaque Américain est investisseur en bourse de façon implicite. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'au moins ça crée, on va dire, une volonté de s'intéresser aux faits Mm. financiers ou aux faits boursiers. Bon. En France, c'est pas le cas. En France, quand on parle de bourse, au mieux, ça n'intéresse pas les gens. Au pire, ça suscite des réactions négatives. Et Mm. ça, c'est profondément ancré dans le fait que la France est un pays de culture catholique, Mhm. alors que les États-Unis, les anglo-saxons sont des pays de culture Protestante. protestante. Mm. Voilà. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est pareil. Il y a une vraie culture de l'épargne, de l'économie et de la finance. Mm. Et donc, tant qu'il y a cette méfiance autour des métiers d'argent en France, et pour le coup, il y a un bel ouvrage de Pascal Bruckner que je cite uniquement pour cet ouvrage-là, parce qu'il y a d'autres choses qu'il a fait qui sont beaucoup moins reluisantes, mais qui s'appelle la sagesse de l'argent, dans laquelle il décrypte de façon extrêmement intéressante les origines de cette méfiance des métiers d'argent dans l'opinion française. Donc, moi, ma solution, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de faire en sorte que euh, faire en sorte que l'opinion publique s'accapare, s'intéresse à ces questions-là. Ce d'autant plus qu'en France, on a quand même une culture mathématique qui est reconnue dans le monde entier. C'est-à-dire que dans plein de banques, aux États-Unis, en Angleterre, dans plein de hedge funds, pareil en Angleterre ou aux États-Unis, il y a plein de Français qui y travaillent. À Mhm. savoir que le savoir-faire français dans le domaine des mathématiques financières est extrêmement reconnu. Mm. Et donc c'est dommage que ce savoir-faire-là ne soit réservé qu'à un certain nombre. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc je pense que Mm. vraiment la solution, c'est pas plus de réglementation, c'est plus faire en sorte d'intéresser les gens et de cesser de faire miroiter que c'est une affaire d'experts, quoi. Parce que Mm. c'en est pas une. Parce que si tu veux, là, tu vois, bon, autant je suis d'accord avec toi. Autant, si tu veux, je pense que beaucoup plus que la grande erreur qui a été faite après 2008, c'est qu'on a négocié la réglementation avec les plus gros. C'est vrai. Et ça, si tu veux, alors qu'on aurait dû, tu vois, on aurait dû faire exactement ce que le CNR a fait pour les banques collabos à la fin de la guerre. On a, contrairement à une légende répandue, le CNR n'a pas nationalisé toutes les banques, c'est pas vrai. Il a dit au-dessus d'un certain montant, vous serez nationalisé. Au-dessous, vous ne nous intéressez pas. C'est pour ça, par exemple, que la banque Rothschild, qui à l'époque était une toute petite banque, y a échappé. Or, là, nous avons fait une terrible erreur qui, de toute façon, il faut être très honnête, est venue de l'hybridation et de la corruption des milieux de la réglementation financière américaine et particulièrement la chute de la SEC. William Black, qui en a été l'ancien patron, l'a assez bien raconté. Euh, on a négocié la réglementation avec les plus gros, sachant que cette réglementation allait écraser les plus petits, qui ne sont pas responsables de la crise.
Tu vois, si tu veux, c'est la faiblesse du régulateur vis-à-vis des plus gros poissons de marché. Et là, tu l'as très bien dit, fort avec les faibles, faibles face aux forts. C'est ce que l'autorité de régulation a été en 2008 et c'est ce qu'elle est toujours aujourd'hui. Parce qu'il est anormal. Tu l'as dit toi-même sur le cas du Nasdaq. Il est anormal que les règles pour Facebook et Amazon soient les mêmes que pour la énième startup qui doit être 98e sur 100 au Nasdaq. Startup améliorée, si tu veux. Et tu vois, ce que je pense, c'est que l'outil réglementaire n'est utile que s'il est fait par palier par rapport aux tailles des entreprises. Tu vois, de la même manière que l'outil fiscal, faire payer beaucoup d'impôts à des petites boîtes est inutile. Totalement inutile. Contre-productif à terme. Tu vois, c'est cette idée-là que je voulais, sans remettre en question ce que tu dis, je pense, particulièrement dans un pays comme la France, qui est un pays d'épargne fort, une des épargnes les plus fortes de l'Occident. Hein. Tout à fait. Si tu veux, avoir une culture financière basique qui peut faire partie de la culture générale du citoyen est quelque chose qui est une plus-value, ça j'en suis intimement persuadé. Par contre, je pense que à un moment, que tu vois, si on maintient les règles du jeu telles quelles, j'ai peur que, tu vois, j'ai peur que même coalisés, les petits ne puissent pas se faire entendre pour le type d'affaires que nous avons vu dans GameStop. C'est-à-dire qu'à un moment, on changera les règles contre eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais justement, c'est-à-dire que là, c'est des règles qu'on impose. Si justement il n'y avait pas de règles, ils auraient pu agir comme ils le voudraient. Ouais, mais là, si tu veux, c'est pas le régulateur qui a bloqué la vente. Certes, mais il n'empêche que le régulateur n'a pas tapé sur les doigts de Robinhood ni d'autres Hmm, brokers. tout à Ils l'ont pas fait. fait. Tout à fait. Alors que là, pour le Pour coup, ce que je te dis. ils auraient dû le faire. Tout à fait, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. En termes c'est quasiment de la participation à la fraude. Quasiment. Or, si tu veux, par contre, ça vient du fait que la régulation, que le régulateur se sent tellement faible que la régulation, c'est que pour toi. Ou pour les gens qui font ce que tu fais. Mais au-dessus d'un certain stade, le régulateur recule. Tu vois, c'est là où je lui en veux. Parce que dans un système complexe, c'est souvent les plus gros. Tu sais, on a toujours l'image du système complexe déséquilibré par un grain de sable. C'est vrai et faux à la fois. Souvent, le grain de sable fait pencher tu vois, un versant pourri du système complexe qui est incarné beaucoup plus par les dominants du système complexe en question. Et sur les marchés financiers, ça se voit. Tu vois, s'il y a un signe noir, c'est que le signe noir se pose sur, comment dire, sur une réalité qui était à ça de s'effondrer d'elle-même. 2008 est parlant là-dessus. Tu vois, la chute de Lehman s'est posée sur un monde financier qui était déjà en état, si tu veux, de pré-implosion. Tu vois, c'est pas arrivé comme un coup de feu dans un salon bourgeois, tu vois. Alors juste pour le coup, pour parler de Lehman, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a laissé tomber Lehman. Mhm. Lehman, pourquoi est-ce qu'on l'a laissé tomber? Parce que tu avais une guéguerre intestine historique entre Goldman Sachs et Lehman Entre Brothers GS et Lehman Brothers. Tout à qui a fait. remonté à plusieurs années, Oui, il faut le même rappeler, ça. plusieurs décennies, et qui était secrétaire au Trésor en 2008, c'était Hank Paulson. Paulson, Hank Paulson. Paulson, qui était Tout à fait. l'ex-patron de Goldman Sachs. Non, c'est pas Donc ton si tu GS. veux laisser tomber Lehman Brothers, pour lui c'était un super tableau de chasse. Évidemment. Et voilà, Bien donc c'est sûr. pour ça, encore une fois, on retombe dans la régulation qui est biaisée Hmm. par parce qu'en Oui, non, fait, elle mais n'est pas du tout ça, objective. tu vois, on dit la même chose, mais avec des mots différents, si tu veux. C'est que je suis d'accord avec toi que, tu vois, c'est pas le fait de régulation lui-même qui pose problème. C'est qu'aujourd'hui, on donne la régulation à des gens qui, premièrement, ont des conflits d'intérêts à plus savoir qu'en foutre. Et là, il n'y a pas que dans la finance, pour le coup. Hein. En pleine affaire vaccin Covid, je pense on peut fermer nos tronches sur d'autres trucs, tu vois. Et deuxièmement, premièrement, on a des délits, comment dire, des conflits d'intérêts dans tous les coins. Et deuxièmement,
on a une peur, et qui va s'amplifier d'ailleurs, suite à ce qui s'est passé pendant l'élection américaine. On a peur de certaines boîtes parce qu'on les a laissées atteindre des tailles qui sont telles que on a peur de les arrêter pour différentes raisons qui tiennent à la corruption, qui tiennent à beaucoup de choses, et on ne peut pas les laisser tomber parce que sinon elles entraînent tout le monde avec elles. Ce qui fait que on s'en rend pas compte. Mais de la part de ces très grosses boîtes, je vais prendre les GAFAM, mais je pourrais prendre les plus gros poissons de Wall Street pour le même prix. On se retrouve dans un système qui est très proche du racket. C'est-à-dire, soutenez-moi ou je fais tout sauter. Tu vois, on en est très proche. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais si tu veux, voilà, c'est là où c'est sur ce point-là et contre ce type d'acteurs-là que j'entends la régulation. La régulation pour les trop petits poissons, elle est contre-productive. Ils peuvent pas infliger d'énormes dommages à l'économie collective. C'est pas Et, vrai, c'est pas eux. et puis au-delà de ça, c'est-à-dire que la régulation et la réglementation demandent des moyens que les petits n'ont peut-être pas. Tout à fait. Et donc, encore une fois, ça va peser par rapport à d'autres investissements opérationnels, R&D, tout ce que tu veux, alors que les gros, comme ils ont beaucoup plus de moyens, ça les impacte beaucoup moins. Voilà, ça les impacte beaucoup moins. Donc, quelque part, trop de réglementation, si tu veux, ça nuit à l'émergence de nouveaux petits. Et par contre, si tu veux, ça solidifie les places de ceux qui sont déjà bien établis. Donc c'est pour ça, c'est une notion complexe, hein, et encore une fois, moi pour te dire, je pense que une réglementation efficace, c'est une réglementation qui est simple, et plus c'est simple, et plus c'est simple, moins c'est sujet à de la subjectivité. Voilà. Donc et ça en fait en France on sait pas faire. En France, en tout cas, de ce que j'en connais, on sait pas faire. Alors si tu veux, on sait plus faire, ça je suis d'accord avec toi. On a su faire, on sait plus faire. Par contre, si tu veux, ce sera ma dernière question, parce que on sent dans ton intervention que pour toi, cette crise-là, qui est la première, alors qui n'est pas, faut être très clair avec nos auditeurs, qui n'est pas la première manifestation de petits porteurs face aux gros dans le système de bourse, mais qui est la première manifestation de l'économie financière digitalisée. Ouais. Tu vois, pour être tout à fait précis. Pour toi, est-ce que peut-on, disons, faciliter, encadrer, orienter cette tendance ou ce mouvement? Si oui, comment? Et pour toi, comment ce type de mouvement peut évoluer à terme et qu'est-ce qu'il impliquerait dans la structure des marchés financiers mondiaux ou occidentaux? Alors pour moi, je qualifierais ce mouvement de populisme actionnarial. C'est-à-dire que c'est vraiment voilà, des petits qui se mettent ensemble contre quelque chose qu'ils considèrent comme une injustice. Bon. Est-ce que ça va se reproduire? Je suis persuadé que oui. Aux États-Unis, oui. En France, je pense que non, parce que pour la raison que j'ai évoquée, parce que dans la culture française, il y a trop peu d'acteurs particuliers qui sont investis sur les marchés, en tout cas qui sont intéressés par ce domaine-là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la réglementation à venir va plutôt sanctionner le fait d'avoir fait une action de groupe, d'avoir en tout cas ceux qui se sont coalisés pour agir. Est-ce que dans le futur, ça va être interdit de justement s'organiser comme ça? Ou est-ce que la réglementation va plutôt mettre un frein à la toute-puissance des courtiers qui font ce qu'ils veulent? Est-ce que la réglementation va encadrer plus la notion de vente à découvert? Donc c'est ce que j'expliquais au début, à savoir parier sur la baisse d'une action. Encore une fois, d'un point de vue moral, c'est très discutable effectivement de parier sur la vente sur la baisse d'un titre. C'est de la destruction de valeur. Oui, mais d'un point de vue mathématique et d'un point de vue de la théorie mathématique qui sous-tend les modèles financiers,
ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir que tu dois avoir la même facilité à vendre qu'à acheter une action. Acheter, ouais, bien Voilà. sûr, ouais. Donc si tu remets en cause ce principe-là, eh bien, il y a toute une partie de la théorie financière qui s'effondre. Donc c'est un sujet assez complexe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on laisse l'émergence d'un nouvel acteur qui peut s'organiser de façon extrêmement brutale, extrêmement soudaine contre une situation qu'il considère comme injuste, Mhm, eh bien, comme GameStop par exemple, ça veut dire mhm. que n'importe quelle boîte qui est menacée par des positions vendeuses très importantes, bah, ça veut dire que bah, les hedge funds qui sont en position de parier à la baisse sur cette boîte-là, il faut qu'ils se disent qu'ils sont sujets à avoir le retour du bâton, à savoir qu'il y a des millions de petits porteurs qui peuvent se mobiliser en très peu de temps et leur faire perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Donc je pense que cette menace-là qui existe, j'espère qu'elle existera toujours, parce que quelque part, ça, ça va faire réfléchir à deux fois justement le fait de parier à la baisse sur ces boîtes. C'est-à-dire que pas besoin de réglementation, simplement tu as un acteur qui est prêt à se mobiliser à n'importe quel moment pour intervenir de façon beaucoup plus efficace qu'une quelconque réglementation. Et justement, c'est cette intelligence collective-là qui, qui va parler contre la soi-disant expertocratie des gros. Ok, donc en tout cas, bah, je te remercie énormément de cet éclairage qui va aider et beaucoup mes camarades. J'espère que sur d'autres sujets financiers, tu nous reviendras. Avec plaisir. Et donc, mon camarade, je te dis à très bientôt et bon courage pour tout et au plaisir de redemander tes lumières sur ce monde qui mérite un éclairage qui ne soit ni la déification ni la démonisation. Merci Julien, à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.